Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le 4e pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusées. Pendant 2 semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragyan a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire. En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. À ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane, de silicium et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud. Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains afin de déterminer l'activité sismique. Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle ou s'il est le résultat d'une activité volcanique ou d'une collision avec un météore. Une autre trouvaille étonnante sur la Lune, une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subis à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïde l'aurait projeté hors de la Terre. À l'époque, notre satellite était 3 fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température
et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 km sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover Yutu-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 km de profondeur, qui s'étend sur plus de 2500 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune, il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait 4 fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livres, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle Sud-Aitken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuée par la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories. Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque, le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie. Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin pôle Sud-Aitken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales habitées, mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes. Le 23 juillet 2024, la sonde spatiale Solar Orbiter, opérée par l'Agence spatiale européenne, a détecté une éruption solaire d'une puissance exceptionnelle provenant de la face cachée du Soleil. Bien qu'elle ne soit pas la plus intense jamais observée, il est indéniable que nous avons eu une chance inouïe de ne pas en subir les effets dévastateurs. De telles éruptions provoquent souvent des tempêtes de radiation violentes et persistantes.
Si celle-ci venait à se diriger vers la Terre, elle pourrait entraîner des coupures d'électricité à l'échelle mondiale. Avant d'examiner plus en détail cette éruption solaire potentiellement catastrophique, il est essentiel de comprendre la nature de ce phénomène. Les éruptions solaires résultent du mouvement incessant des champs magnétiques dans l'atmosphère de notre étoile. Lorsque le Soleil approche de son maximum solaire, la phase la plus active de son cycle de 11 ans, ce qui, soit dit en passant, correspond à la période actuelle, ces champs magnétiques s'enchevêtrent de plus en plus, transformant notre étoile en une gigantesque sphère de fils magnétiques entrelacés. Ces champs se croisent, s'entrecoupent et finissent par se reconnecter. Avez-vous déjà observé des limailles de fer autour d'un aimant? Elles s'alignent selon les lignes de force magnétique. De manière similaire, le plasma brûlant qui recouvre la surface du Soleil est influencé par ces mêmes lignes de force. Parfois, lorsque les champs magnétiques interagissent, une partie du plasma se détache, accélérant alors ces particules à des vitesses vertigineuses et libérant une radiation intense dans l'espace. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. D'autres fois, notre étoile projette d'énormes quantités de matière lors de phénomènes appelés éjections de masse coronale ou EMC. Une seule de ces éjections peut contenir jusqu'à 20 milliards de tonnes de matière. Si cette matière était composée de roches, elle pourrait former une montagne de 400 mètres de diamètre et près de 800 mètres de hauteur. Ce matériau expulsé traverse souvent l'espace à des vitesses dépassant 1,6 million de kilomètres à l'heure. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale figurent parmi les événements les plus violents du système solaire, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Les éruptions solaires sont classées selon leur intensité. Les plus faibles appartiennent aux classes A et B, suivies des classes C et M, tandis que les éruptions les plus puissantes sont classées dans la catégorie X. Chaque lettre est accompagnée d'un chiffre allant de 1 à 9, et parfois même d'un chiffre supérieur, à la manière de l'échelle de Richter utilisée pour les séismes. Les éruptions de classe A et B sont trop faibles pour affecter notre planète. En revanche, les éruptions de classe C peuvent provoquer des effets légers, quoique perceptibles. Celles de classe M peuvent engendrer des coupures radiotemporaires au pôle et déclencher des tempêtes de radiation modérées, potentiellement dangereuses pour les astronautes. Cependant, les plus redoutables sont les éruptions de classe X. Certaines éruptions sont plus de 10 fois plus puissantes qu'une X1, c'est pourquoi la classification des éruptions de classe X peut excéder le chiffre 9. Revenons à cette éruption solaire récente. Elle appartenait à la classe X14. Nous savons déjà que cela correspond à une éruption d'une exceptionnelle intensité. Parmi les autres éruptions majeures détectées récemment par les astronomes, on note une éruption de classe X12 survenue le 20 mai, ainsi qu'une éruption de classe X10 observée le 17 juillet. Toutes ces éruptions provenaient de la face cachée du Soleil. Concernant la face de notre étoile orientée vers la Terre, l'éruption solaire la plus intense observée jusqu'à présent dans ce cycle solaire s'est produite le 14 mai. Il s'agissait d'une éruption de classe X 8,7 qui a provoqué des coupures radio. Quelques jours auparavant, une tempête géomagnétique puissante, accompagnée d'aurores spectaculaires visibles dans le monde entier, avait déjà eu lieu, résultant en de puissantes éjections de masse coronale. Quant à l'éruption de classe X de juillet, sa puissance était telle qu'elle aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour nous. Heureusement, l'explosion de plasma chargé magnétiquement qui l'accompagnait n'a pas été dirigée vers la Terre. Si tel avait été le cas, nous aurions assisté à une tempête solaire d'une ampleur considérable. Les aurores boréales auraient été d'une beauté à couper le souffle, mais également empreintes d'une certaine terreur. Toutefois, une telle explosion de particules énergétiques projetées vers la Terre aurait pu engendrer des perturbations technologiques majeures et des pannes électriques, semblables à l'événement de 1989, qui avait gravement endommagé le réseau électrique du Québec, ou encore une catastrophe bien plus ancienne, qui, malgré tout, avait causé des dommages significatifs à l'échelle mondiale. Nous faisons référence à l'événement de Carrington, survenu en 1859, qui constitue la première éruption solaire documentée ayant impacté notre planète. Cet événement s'est produit le 1er septembre et porte le nom de Richard Carrington, l'astronome solaire qui a observé l'éruption à travers son propre télescope et dessiné les taches solaires visibles à la surface de notre astre. Selon les scientifiques, cette éruption reste la tempête solaire la plus puissante documentée au cours des 5 derniers siècles. L'événement de Carrington a engendré des aurores visibles jusque dans le sud des Caraïbes. Il a également causé des perturbations majeures des services télégraphiques à travers le monde, électrocutant certains opérateurs et provoquant des incendies
après que des décharges électrostatiques ont enflammé le papier utilisé pour les transmissions. Une autre éruption solaire majeure, survenue le 4 août 1972, a perturbé les communications téléphoniques longue distance dans plusieurs États américains, notamment en Illinois. Cet incident a conduit la compagnie américaine de téléphonie et de télégraphie à revoir complètement son système d'alimentation pour les câbles transatlantiques. Puis, le 13 mars 1989, 2 éjections de masse coronale extrêmement puissantes ont provoqué une tempête géomagnétique qui a entraîné une panne de courant au Canada. Cette coupure a laissé environ 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. On rapporte que cette éruption solaire a perturbé le réseau de transmission d'électricité de la centrale Hydro-Québec et endommagé certains transformateurs électriques dans le New Jersey. Cependant, malgré son ampleur, cette tempête solaire n'avait rien de comparable à l'intensité de l'événement de Carrington. La tempête solaire du 14 juillet s'est produite le jour de notre fête nationale, en l'an 2000. Il s'agissait d'un événement de classe X5, qui a provoqué des courts-circuits dans plusieurs satellites ainsi que des coupures radio. Cet épisode demeure l'un des événements solaires les plus étudiés à ce jour. Entre octobre et novembre 2003, notre étoile a émis une série d'éruptions solaires majeures et d'éjections de masse coronale qui ont atteint la Terre, frappant son atmosphère. Ces tempêtes solaires, connues sous le nom de tempête d'Halloween de 2003, ont entraîné le détournement de certains vols, affecté les systèmes satellitaires et provoqué des pannes de courant en Suède. De plus, l'observatoire solaire et héliosphérique a été incapable de remplir ses fonctions durant cet épisode solaire intense. Le 28 octobre 2003, le Soleil a émis une éruption solaire d'une ampleur considérable, en direction de la Terre. Elle était si intense qu'elle a saturé le capteur de la sonde spatiale qui la mesurait, ce dernier atteignant sa limite à X28. Plus tard, les scientifiques ont déterminé que l'éruption avait en réalité atteint une intensité maximale d'environ X45. Ce qui a rendu les tempêtes d'Halloween particulièrement inquiétantes, c'est qu'elles se sont produites à une période du cycle solaire où l'activité est habituellement calme, soit 2 à 3 ans après le maximum solaire. Selon les statistiques de la NASA, seules 17 puissantes éruptions solaires ont eu lieu à cette période. Le 5 décembre 2006, le Soleil a émis une nouvelle éruption solaire de classe X9. Cette éruption a perturbé les communications entre les satellites et la Terre, ainsi que les signaux de navigation GPS pendant une dizaine de minutes. La tempête était si puissante qu'elle a même endommagé l'imageur radiographique du satellite GOES-13, affectant plusieurs pixels de son détecteur. En février 2022, SpaceX a subi la puissance redoutable de notre étoile lorsqu'une tempête géomagnétique a détruit 38 satellites Starlink, représentant des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette catastrophe s'est produite peu après leur mise en orbite. Malheureusement, les satellites Starlink sont particulièrement vulnérables aux tempêtes géomagnétiques en raison de leurs orbites extrêmement basses, situées entre 100 et 200 km. Ils dépendent de leurs moteurs embarqués pour contrer la traînée atmosphérique et atteindre leur altitude finale d'environ 560 km au-dessus de la Terre. Lors d'une tempête géomagnétique, l'atmosphère terrestre absorbe l'énergie de la tempête, se réchauffe et s'étend vers les hauteurs. Cela entraîne une augmentation de la densité de la thermosphère, ce qui accroît la résistance atmosphérique et peut représenter un risque majeur pour les satellites. C'est exactement ce qui est arrivé. Les nouveaux satellites Starlink n'ont pas réussi à compenser cette traînée accrue et ont commencé à retomber, finissant par brûler dans l'atmosphère. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante,
c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-Terres ont été détectés grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire, depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile haute en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile haute est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. Toit 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée.
effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur Gigi 12, 14b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. Le 23 août 2023, une date mémorable, marquée par l'atterrissage historique du vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, une région qui nous est invisible depuis la Terre. Pourquoi cette zone lunaire intrigue-t-elle tant les scientifiques? La réponse réside dans son trésor caché, de la glace lunaire. Ce secteur est supposé en contenir davantage que le pôle Nord. L'enthousiasme des scientifiques est donc compréhensible. Cette glace constitue une précieuse source d'eau gelée, essentielle pour établir une base lunaire permanente, voire même pour alimenter des missions à destination de Mars. Les scientifiques connaissent l'existence de cette glace depuis plus de 2 décennies, depuis qu'une sonde spatiale de la NASA est tombée dessus par accident au cours d'une mission. Puis, en 2018, l'agence spatiale a partagé ses conclusions et confirmé avec certitude l'abondance d'eau dans le pôle sud lunaire. Imaginez les futurs colons lunaires exploitant cette ressource afin de soutenir la vie dans ce désert spatial aride. Par ailleurs, en décomposant l'eau en oxygène et en hydrogène, nous pourrions obtenir de l'air et du carburant pour fusées. Cela rendrait les missions lunaires plus réalisables et autonomes. De plus, cette glace ancestrale, peut-être aussi vieille que la Lune elle-même, offre une fenêtre fascinante sur le passé, susceptible de révéler les mystères profonds de la Lune et de la Terre. Mais il s'avère que l'eau n'est pas du tout rare dans l'espace. De nombreuses planètes pourraient potentiellement abriter la vie. Nous le savons grâce à la détection de vapeurs d'eau autour des étoiles, dont la composition est remarquablement similaire à celle de l'eau présente dans notre propre système solaire. Cette découverte suggère que l'eau sur Terre provient initialement de l'espace. Elle se forme autour des étoiles dans un nuage de vapeur extrêmement chaud,
puis se transforment en glace, qui se fixent à de minuscules particules de poussière. Ces particules s'agglomèrent au fil du temps pour devenir de plus gros objets, comme des comètes et des planètes. Certaines de ces formations, en effet, deviennent les corps célestes de notre propre système solaire. C'est ainsi que l'eau se répand à travers l'univers. Et c'est probablement ainsi qu'elle est arrivée sur notre planète, et sur la Lune. Les scientifiques pensent que la glace lunaire pourrait avoir voyagé jusqu'ici il y a bien longtemps, peut-être transportée par des astéroïdes riches en eau qui ont percuté la surface lunaire. Tout cela a de grandes implications pour nous. Le pôle sud de la Lune représente un site idéal où établir une base lunaire durable. Imaginez des dômes en briques, connectés par des tunnels souterrains, et peuplés de gens s'affairant à pianoter sur des ordinateurs. D'autres parcouraient le paysage lunaire dans leur Jeep, en route pour extraire de précieuses ressources. Nous avons quelques idées vraiment intéressantes sur la manière de construire cela. Au lieu de transporter des abris lourds et coûteux depuis la Terre, pourquoi ne pas adopter une approche plus efficace? Au fil de notre longue histoire, à chaque exploration de nouveaux territoires, nous avons toujours su exploiter les ressources locales afin de survivre et de prospérer. C'est ainsi que nous nous sommes étendus à travers notre propre planète. Pourquoi ne pas appliquer la même stratégie à la Lune? Vous vous demandez peut-être quelles ressources la Lune pourrait offrir. Nous savons qu'il s'y trouve de la glace, qui peut être transformée en eau, mais la Lune manque cruellement d'une végétation luxuriante et de nourriture comestible. Cela peut ne pas sembler évident, mais la Lune a effectivement quelque chose à offrir. Des ressources minérales et une abondance de lumière solaire. Contrairement à la Terre, où le Soleil se lève et se couche quotidiennement, les pôles lunaires offrent un spectacle unique. Le Soleil y transite gracieusement le long de l'horizon toute la journée, fournissant ainsi une source d'énergie quasi ininterrompue. Imaginez vivre dans un monde baigné d'une lumière solaire perpétuelle. Les panneaux solaires vont adorer. Et moi, peut-être pas autant. Par ailleurs, nous pouvons utiliser non seulement la lumière du soleil, mais aussi sa chaleur. À vrai dire, nous devrions vraiment tout exploiter. Si nous avons un excédent de métal lors de la production d'oxygène, trouvons également une utilité à ce métal. Nous devons traiter l'environnement de manière responsable, non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. C'est pourquoi les scientifiques apprennent à transformer la ressource lunaire la plus abondante, le régolithe, en briques solides. Ils se sont montrés très inventifs pour découvrir comment façonner des briques lunaires. Les chercheurs envisagent d'utiliser la chaleur du soleil pour faire fondre la poussière lunaire, couche après couche, en créant essentiellement une imprimante 3D pour la poussière lunaire. Les ingénieurs ont également conçu des briques en utilisant des fours solaires et en bombardant le sol lunaire de micro-ondes. Ils sont devenus très habiles à cela. Peut-être qu'un jour nous établirons une petite usine de briques sur la Lune et construirons des maisons en régolithe. Ce serait comme Minecraft dans la vie réelle. Dès que vous trouvez un nouveau matériau intéressant, vous construisez une petite maison avec. Si cela réussit, ces briques pourraient être utilisées pour construire des bâtiments entiers, en recouvrant potentiellement des modules gonflables ou en donnant une seconde vie à des atterrisseurs abandonnés. Alors, les astronautes devront-ils devenir des maçons qualifiés? Pas nécessairement. Il nous faudra créer un système automatisé de robots travaillant en collaboration. Les humains superviseront bien sûr le chantier. En dépit de toute cette automatisation, les scientifiques estiment que vivre sur la Lune sera, eh bien, disons-le, confortable. Les plans pourraient inclure des quartiers d'habitation superposés ou des zones polyvalentes. Cependant, il y aurait également quelques défis à relever. Sur la Lune, les conditions sont extrêmement rigoureuses. Imaginez des températures brûlantes pouvant atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius pendant la journée et chutant à un glacial moins 290 degrés la nuit. Il n'y a pas que le climat qui pose problème. La Lune est constamment exposée aux radiations solaires, aux rayons cosmiques et aux impacts de micrométéorites. Tous ces facteurs usent progressivement tout ce qui se trouve à sa surface. Un autre grand défi est la poussière lunaire. Sur la Lune, il n'y a pas d'air à respirer, et cette poussière peut causer de graves problèmes. Ce n'est pas une poussière ordinaire. Elle est extrêmement collante, et peut même provoquer des éternuements et des larmoiements chez les astronautes, comme une sorte de rhume des foins lunaires. De plus, elle peut endommager les équipements et les combinaisons spatiales. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Les scientifiques ont découvert que cette poussière était produite lorsque des météores frappaient la Lune, créant ainsi de minuscules particules et des éclats de verre tranchants. Elle est toxique,
Et ces petites particules peuvent flotter dans la faible gravité lunaire, rendant la respiration difficile. Contrairement à la Terre, la Lune n'a ni vent ni pluie pour nettoyer cette poussière. Les chercheurs s'attellent donc à ce problème pour découvrir comment empêcher cette nuisance de compromettre leur mission. Il y a plus à cet havre lunaire qu'il n'y paraît. Les scientifiques souhaitent également explorer les mystères des ondes électromagnétiques à basse fréquence présentes là-bas. Ces ondes sont des murmures provenant des confins de l'univers. Des signaux insaisissables qui nous sont restés cachés depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, nous n'avons capté qu'une cacophonie de bruits de fond radio. Mais sur la face cachée de la Lune, nous pourrons enfin les enregistrer et les étudier. Étudier ces ondes aidera les chercheurs à dévoiler les secrets des origines de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la Terre ou de la Lune, mais de remonter au tout premier commencement de notre monde. Notre nouveau laboratoire lunaire pourrait nous aider à redéfinir de façon permanente notre compréhension du cosmos. La NASA a de grands projets pour la Lune. La mission Artemis a effectué un retour réussi sur Terre en décembre 2022, après près d'un mois dans l'espace, voyageant bien au-delà de la Lune. Cette mission a éprouvé les capacités des dernières avancées techniques qui nous aideront à explorer la planète Mars. L'objectif d'Artemis est d'établir une présence durable sur la Lune. La NASA ambitionne de créer une passerelle, comme une station spatiale en orbite autour du satellite, pour faciliter les atterrissages. Il est prévu qu'Artemis 2 transporte des astronautes en orbite lunaire en 2024. Et lors d'Artemis 3, qui devrait avoir lieu au milieu de la décennie, 2 astronautes se poseront près du pôle sud de la Lune. Il est tout à fait possible qu'une base lunaire soit construite au cours des années à venir. Alors, restez à l'écoute. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune ? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite, du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre ? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement, ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune. Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton ? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer ? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. À l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces 2 balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour ? Eh bien, en 1970,
la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Il ne partait pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets, et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé, et techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état, nous l'ignorons. Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques, et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes, comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Billabo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission.
Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces pas de géants si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place, car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre, des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres, et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'ils soient en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui. Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ces deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars, et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars, qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'il se désagrège. C'est fou, non? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les États-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moons Exploration de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. 7 des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MMX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la Lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non? Et si c'était par simple vengeance? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de whack-a-mole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant 2 astéroïdes pour Lune, et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars, et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié.
C'est en gros CE qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morave Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé 3 types de riz, un normal et 2 modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant 1 gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la Terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bons résultats que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien, et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Ces scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la Terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque 2 chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la Terre, car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar and Planetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraines. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cache? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autre sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. À la prochaine. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant.
Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de deux planètes jumelles ? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact ? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile. Suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite ? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte.
Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de Lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction.